Vous êtes-vous déjà mis dans la peau d'un instituteur qui a un élève surdoué dans sa classe? Que feriez-vous maintenant si au lieu d'en avoir un seul, vous en aviez 30? Il n'est pas exagéré de dire que la Suède est un des plus gros pourvoyeurs de la scène métal internationale, en affichant un panorama exceptionnel de groupes tous plus talentueux les uns que les autres, proposant un kaléidoscope à l'ombre de l'obscurité des nuits polaires, aux lumineuses journées des solstices printaniers. Des débuts de Kortorn en 1983 jusqu'au succès planétaire de Ghost et Sabaton, il semble qu'aucune traversée ne soit suffisamment dangereuse pour ne pas être entreprise par les dracards de nos aventuriers des temps modernes. Avec ses infrastructures adaptées, son mode de vie confortable et les aides qu'elle propose pour faire rayonner sa culture, la Suède facilite et encourage les carrières artistiques, les très nombreuses écoles de musique du pays ayant permis à bon nombre de jeunes de s'essayer à divers instruments à moindre frais. Ajoutez à cela les grands nombres de référents qui ont réussi à crever le plafond à un niveau international, et vous obtenez un terreau fertile où tous les rêves musicaux, même les plus fous, semblent à portée de main. Difficile de parler de musique en Suède sans parler d'ABBA, le mastodonte pop despote des charts internationaux qui aura régné sans partage sur la musique du monde entier pendant de nombreuses années. Redoutable compositeur doublé d'authentiques recueils de studio rompus aux techniques d'enregistrement les plus élaborées, ABBA reste, quelles que puissent être nos chapelles musicales, un formidable artisan de mélodies instantanément mémorisables, diluées dans des chansons aux motifs absolument imparables. Si leur parcours exceptionnel n'est pas du genre à se présenter tous les 4 matins, ABBA a réussi à décomplexer les musiciens suédois, prouvant par A plus BA qu'il était possible de s'envoler au-delà des frontières en faisant oublier ses origines géographiques et tout en jouant la musique que l'on aime. Les avis compétents s'accordent à dire que le premier combo hard rock de Suède est November. Dès 1970, avec leur premier album, ils proposent un rock progressif chanté en suédois, plutôt heavy et musclé, inspiré d'Uriah Heep et King Crimson. Loin d'être les seuls à jouer cette musique en Suède, le terrain ne leur est pourtant pas favorable. La percée des labels indépendants de gauche, baptisés Musikrörelsen, le mouvement musical, ne favorise pas l'émergence des artistes heavy, nombre d'entre eux qualifiant le Musikrörelsen de rassemblement d'intellos condescendants, enfermés dans des stéréotypes d'élitisme culturel, préférant les approches sophistiquées et lyriques au coup de butoir sonore des besogneux métalliques. Mais comme c'est souvent de l'adversité que les caractères se révèlent, certains ne se sont pas laissés compter, comme Heavy Load, qui a préféré taper tel le Mjolnir sur l'enclume du binaire suédois, plutôt que de se résigner à faire des rimes en car et crir. Full Speed at High Level est ce qui convient de reconnaître comme le premier disque de heavy metal suédois. Pionnier de l'esthétique viking bien avant Bathory, ils furent également des artificiers opiniâtres, mais particulièrement foireux, qui manquèrent plus d'une fois de tout faire exploser, tant leur gestion des doses de poudre relevait de l'amateurisme le plus total. Ils sortirent 4 albums jusqu'en 1983, Phil Lynott leur faisant même l'honneur de jouer de la basse sur un de leurs titres. Mais si Heavy Load semblait pris d'une électrique frénésie, tant ils allaient plus vite que tout le monde, ils étaient cependant loin d'imaginer que, revenant tout fraîchement des États-Unis, un jeune guitariste les ferait passer pour de véritables limaces, tant sa technique phénoménale à la 6 cordes le faisait passer pour un authentique martien. Fan de Jimi Hendrix, de Bach, Ritchie Blackmore et Uli John Roth, le jeune Lars Johan Yngwie Lannerback est un prodige qui pliait facilement et dès l'âge de 8 ans l'intégralité du répertoire de Deep Purple et qui dès l'adolescence a eu l'idée de scaloper le manche de sa guitare pour pouvoir faire du sweeping plus efficacement. En lançant sa carrière solo avec Rising Force, il annoblira le power metal en le perfusant en grande dose de néoclassique, popularisant le shred en élevant le sweep au rang de technique suprême pour tracer sa race, se classant ainsi au rang des meilleurs guitaristes du monde. Souvent qualifié de prétentieux et égocentrique, Yngwie marquera les esprits grâce à ses punchlines légendaires, son côté drama queen et sa capacité à s'envoyer des doses de cocaïne qui auraient pu facilement abattre cheval de trait en pleine force de l'âge. De l'autre côté de l'échiquier de la technique et à des années-lumière des prouesses de Malmsteen, un jeune musicien fan de Kiss s'apprêtait lui aussi à révolutionner le métal, mais pas tout à fait de la même manière. Se faisant appeler Ace en hommage au guitariste de Kiss, il marinait dans l'underground le plus obscur en préparant la sortie de son premier album, une jeune pièce bancale, mais d'une violence jamais entendue jusqu'alors. Aidé par son père et l'avis de montrer à la terre entière que tous les vikings ne passaient pas leur temps chez le coiffeur, le jeune Kortorn alignera sur 6 albums quasi toute l'esthétique visuelle et musicale du black metal et du viking metal, définissant de manière quasi divinatoire la ligne à suivre pour les 30 ans à venir. Mystérieux, pas mondain pour un souhait ultra charismatique, Kortorn sera l'alpha et l'oméga de toute une génération de musiciens suédois, un incontournable que l'on décide consciemment ou pas de ne pas suivre, mais qu'on ne peut pas ignorer.
Si la compilation Scandinavian Metal Attack aidera Bathory à se faire remarquer, un autre phénomène assez nouveau dans le métal aide les groupes plus modestes à se faire remarquer des fans du monde entier. Partout autour du globe, de jeunes mélomanes décident de publier leur propre fanzine et ainsi transmettre la bonne parole à d'autres passionnés comme eux. L'un d'entre eux s'appelle John Metallio Christiansen et propose avec son Slayer Mag un petit fanzine qui chronique les meilleures sorties du metal underground. Au départ modeste, Slayer Mag deviendra cultissime et incontournable pour la pertinence de ses avis et la radicalité de ses propos, mais aussi parce que Metallion sera le témoin privilégié de l'éclosion de la scène black metal en Scandinavie, mais nous n'en sommes pas encore tout à fait là. Car pour le moment aux États-Unis, Metallica fait exploser sa première bombe et invite par la même occasion les métalleux du monde entier à jouer le plus fort et surtout le plus vite possible. Mais comme en Suède il y a toujours un ronchon pour ne pas faire de la musique comme tout le monde, un jeune groupe décide de laisser le tempo faire la sieste en proposant avec un son de mammouth un premier album époustouflant, pierre angulaire d'un style tout droit sorti du zboob de Tommy Iommi, le Doom. Candlemas et son Epicus Dumicus Metallicus rencontrent immédiatement leur public et récoltent un bel écho auprès des métallos au goût sûr. Avec son chant mélodique, ses riffs pachydermiques et ses refrains fédérateurs, les chansons de Candlemas sont des cantiques lugubres, drivés par la voix puissante de Johan Longvich, remplacé ensuite sur Nightfall par l'incroyable Messiah. Après Bathory, Candlemas est un autre des très gros noms des groupes suédois des années 80, figure originale et racée, qui créera avec Cathedral et Pentagram l'esthétique du Doom old school. Et si le groupe ne passe pas inaperçu, il est cependant complètement invisible aux yeux du grand public qui focalise tous ses regards sur un groupe de métal accessible, ayant proposé 2 albums très bien reçus en Suède. En pleine explosion du air metal et en ce milieu des années 80, les stars s'appellent Motley Crue, Def Leppard et Guns N' Roses. Le cadre est donc idéal pour Europe, qui propose en 1986 un album, somme toute assez moyen quand on le compare à ses 2 premiers, mais qui contient un hit imparable qui fera danser la terre entière. Les oreilles bloquées sur la mélodie au synthétiseur et la coupe de cheveux volumineuse du beau gosse Joey Tempest, dont nous pouvons ici apprécier l'intérêt tout particulier que lui porte son compatriote de Candlemas Messiah, le public acclame ces nouveaux héros, tandis qu'au souterrain la résistance s'organise, toute une cohorte de jeunes boutonneux aux cheveux mal lavés n'espérant qu'une chose, renvoyer Europe au salon de coiffure, à grands coups de pied dans le derrière si possible. Et justement à Stockholm, une bande de copains se décide enfin à monter leur groupe. Biberonnés à Kiss et Van Halen, ils écoutent maintenant quasi exclusivement du métal extrême et du punk, et se caractérisent par une attitude élitiste où ils n'acceptent dans leur cercle que les ménomales qui connaissent et apprécient les démons des groupes de death les plus obscurs. Il faut que ça aille toujours plus vite, et que seule la radicalité et la violence fassent loi. Aidés par les grands frères Napalm Death, Possessed, Death et surtout Morbid Angel, ces jeunes musiciens créent Nihilist, un groupe sauvage qui ne gardera pas longtemps son nom, en raison d'une sombre histoire de copyright, et se transformera vite en Entombed. Si le groupe est motivé et talentueux, c'est un élément en particulier qui leur permettra de pulvériser les frontières et d'entrer dans la légende. Leif Kuzner, le guitariste du groupe, est tout particulièrement fan d'une compilation appelée Raging Death. Sur celle-ci se trouve un morceau de Ravage, qui deviendra plus tard Atheist, un jeune groupe de death metal technique américain dont ceux de guitare baveux obsèdent le jeune homme. De manière assez logique, il se renseigne sur la manière dont il pourrait obtenir ce son en se rendant dans un magasin de musique à Stockholm. On lui conseille au vu de ses goûts un ampli Axtro et une pédale Boss HM2. Surtout connue et appréciée à l'époque par les fans de David Gilmour, c'est une pédale peu chère et plutôt versatile que le jeune Kuzner choisira de pousser à fond en bon guitariste brutal de métal, assez peu enclin aux équalisations graffinées. Le son ne ressemblera pas du tout à celui d'Atheist, mais semblera satisfaire le six-cordiste, jusqu'au jour où, en répétition, croyant déclencher sa pédale sur le canal clair, il enverra tout sur le canal saturé, explosant les oreilles de tous ses camarades en plaquant l'accord barré le plus dégueulasse que la Suède n'ait jamais entendu, le célèbre son Chainsaw était né. Si vous voulez plus d'explications sur cette pédale fascinante, je vous invite à lire l'article de mon ancien collègue de VS Webzine, Geoffrey Lagrange, qui avait écrit un super article à ce sujet, tellement pertinent qu'il a été traduit et repris à l'étranger. Fort de cette épouvantable trouvaille, Entombed ira enregistrer son premier album studio Sunlight, qui deviendra lui aussi légendaire,
en accouchant du classique absolu Left Hand Path. A noter que les informations que je vous développe ici viennent pour la plupart du classique Bloodfire Death, qui vient justement de sortir en français chez Camion Blanc. Je vous le conseille, c'est un pur livre. Très vite, l'esthétique sonore d'Entombed ferait des émules. 4 champions se décident alors dans le nouveau paysage de ce death metal suédois, à savoir Dismember, Grave et Unleashed. Bien qu'ayant tous une identité propre, ils partagent tous ce goût pour la vitesse, les lyrics horrifiques et l'intransigeance musicale. Au même moment aux États-Unis, l'ambiance est à la démonstration de force avec l'arrivée d'un raz-de-marée musical déclenché par un alignement d'albums cultes, tous le fruit du travail de groupes incroyables. Au pays, le jeune Peter Tängren aime tellement ces groupes qu'il décide de s'envoler aux États-Unis pour passer quelques mois en Floride et approcher la vilaine bête. Il s'intégrera bien à la scène locale, notamment avec Malevolent Creation, qui reviendront enregistrer plusieurs années plus tard au studio Abyss, Tängren étant devenu entre-temps un producteur célèbre et un musicien reconnu, notamment avec Hypocrisy, un groupe très influent de la scène death metal suédoise. Plus influencé par le thrash, beaucoup moins punk et crado que Entombed et Grave, il n'est pas le seul à proposer en ce début des années 90 un death metal original et racé. Il est précédé d'une petite frange blonde par Dark Tranquillity et At the Gates de Gothenburg et Edge of Sanity de Finspång. Mené par le multi-instrumentiste Dan Swano, Edge of Sanity est parfois à la limite du prog. Il joue un death metal technique, bien construit et accrocheur. En mixant la brutalité du death à la précision du thrash, ils ont choisi de composer de manière quasi systématique des riffs mélodiques, ce qui leur permet de rendre leur musique moins roborative que leurs aînés. Ces groupes jouent précis, rapides et propres, c'est ce qu'on appellera plus tard le death metal. Il faudra quand même entendre quelques années pour que le style explose à la face du monde. La fougue des jeunes chiens fous d'In Flames et des barbus d'Amon Amarth participant à la popularisation de ce style. Inspirés par le folklore des légendes nordiques dans lequel ils puisent pour alimenter leur image et leurs paroles, Amon Amarth est l'héritier des visionnaires des années 80. Ils se feront rapidement remarquer dans l'underground avec leur première démo, Thor Arise, avant qu'ils n'enregistrent avec Metal Blade One Scene for the Golden Hole, un bon succès qui restera encore loin de leur future vente, les propulsant dans les années 2000 comme un des plus gros vendeurs de métal, tous styles confondus. L'épitaphe de son groupe Éruption lui ayant laissé un goût amer, c'est en tant que bassiste que le jeune Michael Ackerfeld rejoint Opeth, un petit groupe prometteur déjà constitué avant son arrivée. Surdoué de la composition et growler puissant et aspiré, il verra petit à petit le groupe original se fissurer, tandis qu'il prendra de plus en plus d'importance, amenant sa patte de composition exceptionnelle, alliant la finesse aventureuse du métal progressif à l'extrémisme du métal le plus agressif. Et ce n'est toujours pas fini au niveau des champions de l'originalité. Car du côté de Umeå, tout au nord du pays, un jeune groupe travaille sur les fondations de son premier album, Contradiction Collapse. Biberonné à Metallica, Cynic, Death, mais aussi au jazz le plus sophistiqué, ces surdoués de la technique expérimentent au travers de leurs compositions complexes, chacun innovant dans son propre champ de compétences pour que les chansons sonnent de manière unique. Jouant sur des 7 cordes, les riffs des chansons de Meshuggah sont différents de tout ce que l'on peut entendre jusqu'alors. La précision chirurgicale des riffs hachés de Frederick Thunderthal sont de manière tout à fait inédite. Mais le groupe n'était pas encore au sommet de leur art, et il ne leur faudra qu'un petit EP supplémentaire, le révolutionnaire Non, pour que Meshuggah invite la polyrythmie en invité d'honneur de la musique torturée, posant sans le savoir les bases du djent qui influencera quelques années plus tard toute la planète métallique. Que ce soit dans le son de basse, la technique élevée au rang de force inspiratrice, l'extrémisme musical et l'apnée angoissante de leurs riffs roboratifs, Meshuggah étendra son ombre tentaculaire de manière spectaculaire, s'isolant petit à petit dans un monde opaque où ils semblent les seuls à en avoir les clés. Dans un contexte créativement aussi riche, prônant la liberté artistique et la radicalité musicale, dans l'ombre, le diable plante déjà les graines de la discorde et prépare l'offensive à venir. Là, des discours vides de sens et des attitudes décorrélées des messages prônés dans les chansons, plusieurs adolescents se sentent trahis par le death metal et ses musiciens, usurpateurs impies, assis injustement sur le trône de Baphomet, joyeux drilles au mode de vie tout à fait normal, aux antipodes de l'attitude diabolique qu'ils étaient supposés avoir. Phil Ohlin est l'un de ces adolescents déçus. Grand fan de métal et tout particulièrement de batterie, il change radicalement d'avis le jour où il rencontre Cortorn lors d'une dédicace, le découvrant attifé comme une rockstar quelconque,
fausse idole maléfique à des années-lumière du barbare qu'il imaginait rencontrer. Si avec Chronos et Tom J. Warrior, les artisans de la première vague de black metal n'encouragent pas explicitement à faire le mal ou à incendier les églises, loin s'en faut, en cette fin des années 80, l'heure est à la corrélation entre les paroles et les actes. Car si les lyrics des groupes de death metal ne sont bons qu'à rester indescriptifs des films d'horreur comme Evil Dead, pourquoi se croire supérieur à Motley Crue ou Guns N' Roses, qui ont au moins l'honnêteté de décrire sans phare leur mode de vie? Et à bien y regarder d'ailleurs, nombre de ces groupes pailletés ont un passé de voyous, rompus au passage à l'acte et roublardis en tout genre. Contrairement à cette bande de jeunes fans de death metal, la plupart n'ayant commis jamais d'actes répréhensibles de leur vie. Laisse le diable s'occuper de nous, nous nous occuperons des autres. Et c'est bien cette dévotion à l'ange déchu qui entraînera quantité d'actions irréparables, brisant des familles et créant une aura négative qui s'installera de manière durable dans le temps. Fasciné par les ténèbres depuis son expérience de mort imminente, le jeune Peel est un adolescent en décalage par rapport à ses camarades, plus passionné par les bandes dessinées et le métal que la fête et les filles de son âge. Correspondant de Métallion, ce dernier est impressionné par sa passion, sa radicalité et son groupe morbide. C'est lui qui le présentera au jeune Øystein, un musicien norvégien particulièrement actif dans l'underground, guitariste des respectés Mayhem, un des combos les plus sombres de Scandinavie. Lui aussi en a soupé des faux semblants de la scène métal, et il souhaite redonner aux mots leur sens initial. Les deux ne tarderont pas à envisager de travailler ensemble, Mayhem changeant de dimension en intégrant le jeune Peel, ce dernier devenant Dead, l'âme de la seconde vague de black metal, auteur des Frozen Moon et véritable prophète maudit pour toute une génération de musiciens. Ses automutilations, son attirance pour la mort et la pourriture imprègnent plus que ses prestations démentes face à un public halluciné. En cette fin des années 80, Dead ouvre les portes de l'enfer et contamine beaucoup de jeunes adeptes. Du côté de Stockholm, un duo brutiste répondant au doux nom d'Abruptum dégaine une sorte de black metal industriel qui ne passe pas inaperçu dans l'underground. Issu d'un foyer brisé et traumatisé par la violence qu'il subissait au sein de sa propre famille, Hates s'est très tôt intéressé à l'occultisme et au satanisme, obsédé par l'idée de répandre le mal sous toutes ses formes. Il crée la True Satanic Horde, un groupuscule sataniste radical dans lequel transite toute la fine fleur de la jeune scène black metal scandinave, dont Dissection, Morgan de Marduk et même Euronymous et Kun Krishna. L'influence que ces jeunes ont les uns sur les autres est particulièrement négative. Si au départ ils se contentent de boire de la bière en se bagarrant de temps à autre, très vite la situation dégénère. Un agent de la paix se fait rouer de coups, un vieil homme se fait trancher la gorge à coups de cutter en pleine rue, et les mesures d'intimidation au sein de la scène métal commencent à se multiplier. Nick Anderson, le batteur d'Entombed, pourtant pote avec beaucoup de blackeux, donc Darkthrone, à qui il a filé un coup de main pour l'enregistrement de leur premier album, commence à recevoir des appels anonymes, le menaçant lui et son groupe. Mais il ne charge pas autant que Therion. Dans une interview pour le magazine Close Up, Euronymous déclara « Nous avons un message pour Therion, le pire des groupes suédois. S'ils se pointent en Norvège pour jouer leur live metal, nous les tuerons. » C'est le guitariste Christopher Johnson qui est plus particulièrement visé, Kun Krishna allant même jusqu'à menacer d'assassiner ses parents et sa petite sœur. Membre de la société occulte Dragon Rouge, un groupuscule ésotérique dérivé de la voix de la main gauche, Johnson n'est pourtant pas le premier venu. Il sera même suspecté quelques années plus tard de pratiquer des rituels magiques lors des concerts de Therion pour vider le public de son énergie interne. Il est pourtant à cette époque-là la tête de turc de l'Inner Circle norvégien, une tentative d'incendie sur sa maison ayant même été à déplorer. C'est une jeune métalleuse que nous appellerons Mara, petite amie de Vikernes, qui sera la mandataire pyromane du comte norvégien. Elle sera par la suite internée en hôpital psychiatrique, la police suédoise commençant à faire des liens entre un incendie à Gothenburg et ceux qui apparaissent en Norvège. Les dénonciations commencent à se multiplier. Les morbides faits divers notoires de la scène norvégienne s'étalent dans la presse et tandis que Marduk propose avec Fuck Me Jesus un baptême de brutalité blasphématoire, le black metal explose. Dans une ambiance aussi délétère, les concerts de black metal deviennent le théâtre de véritables interrogatoires où le public est testé en fonction du t-shirt qu'il porte, l'authentification des vrais fans se faisant par une sélection violente, variant au gré des déviances de ces nouveaux acquisiteurs musicaux. Parmi eux, deux frères jumeaux surnommés Tyrant et Hellbutcher sont fermement décidés à rendre hommage aux glorieux aînés des années 80, tout en jouant de manière moderne. Inconditionnel d'Iron Maiden, véritable ayatollah du cuir et des clous, rien n'arrête ces deux staccanovistes du black metal, pas même à la calvitie. Et s'ils frôlent parfois la parodie, tant ils sont à bloc dans leur délire,
il représente bien la dévotion que toute une jeunesse porte à l'art noir. Encouragés par la scène underground à enregistrer leur premier album, ils comptent parmi leurs soutiens un personnage particulièrement important, présent dès les débuts de la scène black metal scandinave, John Nordveit. Hyper impliqué, Nordveit n'est pas du genre à pratiquer la politique de l'eau tiède. Il est connu de toute la scène underground qui le craint et le respecte. Nourri aux articles de Cellular Mag, il se façonne avec les premiers Sepultura, Creator, Carcass et surtout Altar of Madness de Morbid Angel, qui reste pour lui une grande influence. En créant son propre fanzine Megamag, il alimente son réseau de connaissances et devient un des plus gros pourvoyeurs de cassettes underground de l'époque. Et c'est vers 14 ans, baigné dans une ambiance souterraine, que le jeune John fait un pas supplémentaire vers l'obscurité et s'intéresse aux références des paroles de ses groupes préférés. Pas facile en ces années-là de se procurer des livres ésotériques. Il faudra aux jeunes curieux de la débrouillardise pour dégoter la Bible satanique de la V, le Necronomicon, ainsi que des livres d'Aleister Crowley. Studieux et opiniâtre, Nordveit s'impliquera beaucoup dans ses recherches, s'imprégnant de façon indélébile des idées mortifères de ses ouvrages. Lorsqu'il rejoint le MLO, le Misanthropic Luciferian Order, Nordveit est déjà convaincu que c'est dans le chaos et la destruction que la liberté se réveille, que les sociétés autoritaires et dictatoriales devaient être les seules autorisées et que chaque homme est son propre roi. Le gnosticisme traditionnel cherche à faire émerger l'étincelle divine qui existe en chacun de nous. Le satanisme gnostique de Nordveit est agressif, souhaitant faire brûler la flamme noire de son être intérieur en se déclarant ennemi du monde artificiel créé par le démiurge. En juillet 1997, il sera arrêté et condamné avec un complice pour meurtre et sera incarcéré pendant 8 ans. Loin de toute cette folie, depuis la fin des années 80, un jeune groupe de hard rock, appelé Backyard Babies, feront vivre avec passion les heures du rock'n'roll le plus brutiste et inspiré. Suivis de près par Lucifer, ils aideront à mettre coup de projecteur sur le hard rock suédois, épaulé par un fabuleux groupe qui scotchera tout le monde avec son premier album, The Helicopters. Drivé par Nick Anderson, le groupe propose du rock'n'roll high energy, inspiré par les grandes heures des Stooges et surtout le MC5. Jusqu'au boutiste, il joue un rock'n'roll vintage, sur du matos vintage, boosté à fond les gamelles et joué sans filet. Avec Super Shitty to the Max, il tétanise Duff McKagan des Guns N' Roses, qui ne tarit pas d'éloges sur eux, et sont adoubés par Wayne Kramer en personne, le mythique guitariste du MC5. Si The Helicopters ne garderont ce son que sur 2 albums, ils remettront au goût du jour, avec The Hive dans un registre plus punk, l'envie de tout faire exploser en jouant crade et sans compromis. Et du crade et sans compromis, la Suède n'avait pas encore fini d'en manger. Personnage controversé au comportement borderline, Niklas Olsson a eu une enfance très difficile derrière laquelle il ne se cache pas pour expliquer ses débordements d'adulte. De son propre aveu, il a été confronté beaucoup trop jeune à la drogue, la prostitution et la violence, ayant affaire dès l'adolescence à des messieurs déviants lui demandant de faire des choses dégradantes. Entre 2 séjours à l'hôpital psychiatrique et malgré les traitements, ses visions noires et misanthropiques n'ont fait qu'empirer avec le temps. Avec son groupe de DSBM Shining, il prône l'automutilation et le suicide, diffusant des tracts au slogan particulièrement choquants en se mutilant régulièrement sur scène. De la même manière que Dead 10 ans plus tôt, Niklas est adulé et suivi par des fans fragiles et dévoués qui se charcutent volontiers lors des spectacles, ces derniers recevant en retour les encouragements de Niklas, les encourageant à aller toujours plus loin dans l'autodestruction. Moins enclin à l'automutilation, mais tout aussi dérangeant, les répugnants Watain optent pour la provocation avec la publication de leur première démo, Fuck You Jewish God. Ces authentiques satanistes membres du MLO se traînent une réputation sulfureuse, les anecdotes les plus dégoûtantes flirtent avec la violence et l'ambiance gang de motards. Impossible à leur début de concevoir un concert sans du sang, des carcasses avariées, des flammes et des rituels obscurs. Mieux vaut ne pas avoir l'estomac trop délicat à cette époque quand on va voir Watain, le groupe aspergeant régulièrement le public de toutes sortes d'immondices plus ou moins identifiables. Référent moderne de l'état d'esprit du début des années 80, il reste encore aujourd'hui, malgré le succès, un groupe éminemment respecté de la scène. Avec la Sainte Trinité composée de Maligne, Funeral Mist et Offermond, la fin du siècle est délétère, sans pour autant qu'il n'y ait de crime à déplorer. Mais pour l'heure,
Un groupe ayant un attrait tout particulier pour la Seconde Guerre mondiale et un sens de l'esthétique bariolé, ouvre les hostilités avec un premier album de heavy power hyper efficace. Parfois contesté par une certaine frange du public, Sabaton a tout de même réussi à hisser tout en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, avec leurs lunettes de soleil fumées. Efficace et caractéristique de ces nouveaux groupes qui affichent un visuel fort, quitte à s'y enfermer avec le temps, Sabaton ne laisse personne indifférent, ces derniers restant fidèles à leur style de prédilection. En 2001, un groupe de death metal mélodique comptant dans ses rangs rien de moins que Michael Amott, ex-guitariste de Carcass, se sépare de son chanteur pour embaucher une jeune journaliste amateur allemande, chanteuse de death metal à ses heures perdues, Angela Gossow. Ce n'est certes pas la première femme qui chante et joue de la musique extrême, mais sa voix puissante, son growl profond et son dynamisme sur scène la font très vite remarquer et aident le groupe à se démarquer de la concurrence. Dans un style musical où les femmes sont sous-représentées, Angela Gossow reste une figure capitale qui a su s'imposer avec force et charisme, défonçant les portes pour ses futures héritières en misant tout sur le travail et la qualité musicale, Arch Enemy proposant un subtil mélange de death mellow à la suédoise, agrémenté de quelques lardons tirés des rips de Carcass. Et riche de ces scènes death, black, hard rock, heavy ou hardcore, les années 2000 marquent une petite pause et jettent un coup d'œil dans le rétroviseur. Des groupes comme Tiamat ont troqué leur death metal pour proposer du metal gothique de meilleur goût, tandis que Katatonia ont eux aussi bien évolué depuis leur début, en proposant une musique plus élaborée, mélodique et éthérée. Si certains sont donc méconnaissables par rapport au début, d'autres sont restés fidèles à leur inspiration originale, comme Dark Funeral, qui semble avoir bloqué le métronome sur 230 BPM sans oser le retoucher. Et puisque c'est la première fois qu'on n'assiste pas à une nouvelle vague de métal effaçant les précédentes, l'heure est au revival. Si la créativité est évidemment souvent aux abonnés absents, plusieurs groupes vraiment très cool ont émergé à ce moment-là. Parmi mes chouchous, le duo Bastard Press et Tormented, qui font respectivement revivre sur Ghoul of Endless Night et Rotten Death les heures les plus brutales de la HM2, Verminous et ses deux albums de death metal aux riffs tellement beaux, les efficaces Vampire et bien évidemment les légendaires Bloodbath, authentiques fans du Swinging Death, souhaitons lui rendre hommage à travers la voix puissante de ce galopin d'Ackerfeld. Et puis en 2006, un petit groupe débarque avec un bon petit premier album de heavy metal, fleurant bon le mysticisme, le respect des anciens et le mystère. Étant tous des musiciens issus des scènes extrêmes scandinaves, les membres de Ghost font alors l'unanimité chez les métalleux, leur composition et leurs prestations théâtrales finissant par les hisser sur le toit du monde. Après ce tour d'horizon non exhaustif, difficile de ne pas mettre la Suède à une place d'honneur. Si nous avons vu que les causes de cette success story sont multifactorielles, allant des aides de l'État aux grandes références artistiques et du rayonnement à l'étranger et à l'apprentissage précoce de la musique, nous avons aussi vu que les aspects sombres et négatifs ont autant aidé au rayonnement que le reste, et quand je dis autant, il se pourrait bien que ce soit plus. Il est toujours très instructif d'observer une société à travers ses marginaux, ses rebelles et ses exclus. Si certains des musiciens que nous avons évoqués ici ont connu des enfances plutôt glauques, d'autres ont grandi sans trauma ni difficulté, dans des environnements normaux, du moins ce qu'ils disent. Cela ne les a pas empêchés dès l'adolescence de commettre des actes délictueux, ce qui interroge sur la place du vécu dans la construction des affects mortifères. Certains reviennent avec le recul sur les sentiments qu'ils ressentaient à l'époque et évoquent parfois un sentiment de solitude, l'impression de n'avoir personne à qui parler et le réconfort qu'ils avaient pu trouver en intégrant ces communautés où ils trouvaient enfin une place et de l'attention. Toute publicité est bonne à prendre, même quand elle est mauvaise, et même quand elle semble cimenter les événements dans des socles de négativité. Entrer dans l'histoire dans toutes les disciplines métalliques, quelle surprise nous réserve encore la Suède. Puisse-t-elle continuer à nous étonner en gardant sa spécificité et sa fraîcheur.